Bonjour tout le monde, deuxième volet de ma série de vidéos Être femme au Japon. La dernière fois je vous ai parlé des mères célibataires, j'ai notamment insisté sur les cas tragiques, ce qui est le cas du personnage principal de mon roman L'affaire Midori. C'est une mère célibataire qui va connaître un destin terrible à cause de sa situation de mère célibataire notamment, et d'autres circonstances qui font qu'elle n'a plus du tout prise sur son destin et qu'elle finit par commettre l'irréparable. Alors aujourd'hui ce sera un petit peu plus gai quand même. Je vais vous parler de la grossesse, de la maternité, de l'accouchement, des premières phases en fait, quand on découvre au Japon qu'on est peut-être enceinte. Donc la première phase, c'est évidemment d'aller à la pharmacie chercher des tests. Alors là, il y a le premier handicap que rencontrent les femmes au Japon, c'est que les tests de grossesse, pour certains d'entre eux, il faut donner son nom et son adresse, son âge, etc. pour les obtenir. Ce sont les tests les plus précoces. Après, des tests qui sont moins précoces sont en vente libre dans les parapharmacies, donc c'est plus simple. Et puis, une fois qu'on a avec ces tests la quasi-certitude d'être enceinte, bon, soit on décide qu'on garde l'enfant, soit on décide autre chose. Si dans le cas le plus, je dirais, heureux, celui où on a désiré cette grossesse et où on souhaite la poursuivre, eh bien l'étape suivante, c'est évidemment d'aller chez le gynécologue pour faire établir un certificat de grossesse qui permet d'obtenir ensuite à la mairie un carnet mère-enfant et de démarrer tout le processus administratif pour aller jusqu'à la naissance et au-delà. Dans le cas où c'est une grossesse non désirée et qu'on souhaite l'interrompre, eh ben, là c'est évidemment possible au Japon. Hein. L'interruption volontaire de grossesse au Japon existe depuis l'après-guerre en fait, mais est soumis à un certain nombre de contraintes. Donc j'ai déjà évoqué ça dans le précédent épisode. Hein. Pour une femme mariée par exemple, interrompre une grossesse oblige à obtenir l'accord du mari. Pour une femme non mariée, il faut qu'elle trouve des arguments pour faire en sorte de ne pas avoir à obtenir l'accord du partenaire. Donc c'est souvent des subterfuges afin d'éviter d'avoir à donner cet accord. Mais un certain nombre de cliniques qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse exigent quand même l'accord du partenaire. Donc c'est un peu un combat qui s'engage pour elle, d'autant plus que la difficulté avec l'interruption volontaire de grossesse au Japon, c'est qu'elle est coûteuse d'une part, et que d'autre part, elle ne se fait pas dans des circonstances les plus optimales souvent. Hein. Par exemple, l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse n'a été autorisée qu'à partir de l'année dernière. Les autres types d'interruption volontaire de grossesse, c'est par chirurgie et c'est plus douloureux, ça exige une hospitalisation plus longue, etc. Donc à l'arrivée, en fait, une interruption volontaire de grossesse au Japon est à la charge de la patiente et représente un coût qui peut varier entre 600 et 1200 euros. Donc c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, surtout que ces interruptions volontaires de grossesse peuvent concerner des filles très jeunes, mineures ou tout juste étudiantes. Si on regarde les statistiques des interruptions volontaires de grossesse, par exemple en 2022, à peu près 120 000 interruptions volontaires de grossesse au Japon. En deçà de 20 ans, c'est déjà 10 000. Et donc ça veut dire que c'est souvent à la charge des parents auxquels on n'ose pas forcément dire qu'on est tombé enceinte. Donc là aussi c'est quelque chose de très délicat pour les jeunes filles au Japon. Il n'y a pas de planning familial au Japon comme il y a en France. Il y a certes des associations qui prennent en charge les femmes dans la détresse, mais ça reste très disparate et très inégal en fait d'un endroit à l'autre du Japon. Et puis il y a des cliniques un petit peu charlatanesques qui vont proposer des prix très inférieurs, mais avec une garantie sanitaire qui là, pour le coup, peut laisser à désirer.
Dans le cas d'une femme qui décide donc de poursuivre sa grossesse, qui va faire les démarches à la mairie, eh bien, il y aura 14 visites prénatales, c'est-à-dire le double du nombre de visites prénatales en France. Donc, il y a un soin très particulier à porter sur l'aspect physique, en fait. Hein. Mais quand on obtient le carnet mère-enfant qui va permettre d'aller faire ces visites prénatales, la première chose à faire, en fait, c'est de s'inscrire dans une maternité, de réserver une place dans une maternité pour l'accouchement. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, en fait, le Japon est en situation de dénatalité, donc il y a de moins d'enfants qui naissent, hein. On est passé sous les 800 000 par an. Chaque année, on bat le record de faiblesse depuis que les statistiques existent. Mais, paradoxalement, en fait, c'est la croix et la bannière pour obtenir une place en maternité. Pourquoi ? Parce que c'est devenu pas très rentable d'avoir un service néonatalité dans les hôpitaux, et que beaucoup ferment, et que donc, il ne reste des places que dans les hôpitaux qui continuent de proposer un service de maternité. Et pour certains cas, par exemple, ce qu'on appelle les grossesses à risque, eh bien, c'est encore plus compliqué parce que le nombre se restreint encore. Alors, qu'est-ce qu'une grossesse à risque ? C'est par exemple une femme qui a dépassé 40 ans, même qui a dépassé 38 ans. On considère que c'est une grossesse à risque. Donc, du coup, on lui demande de choisir une maternité qui est bien équipée en néonatologie, de sorte que le bébé, même s'il naît prématuré, même s'il naît avec quelques difficultés respiratoires et autres, puisse immédiatement être prise en charge dans un service très bien équipé pour ça. Voilà. Une autre chose sur les visites prénatales, en fait, là aussi, c'est un coût pour la patiente. Pourquoi ? Parce que pour la future mère, plus que la patiente. C'est un coût pour la future mère. Pourquoi ? Parce que ces 14 visites prénatales, en fait, à la mairie, dans la plupart des mairies, mais là aussi, c'est pas unifié, ça dépend du lieu où on habite, on va recevoir des coupons qui permettent de payer en partie ces visites prénatales, mais c'est un montant qui est défini. Et parfois, lors des visites prénatales, en fait, le médecin dit il faudrait faire un examen complémentaire. Là, il y a quelque chose qui est étonnant, donc on va refaire une prise de sang en plus, on va faire ça en plus, etc. Donc, il y a une échographie supplémentaire. Il y a des examens qui se rajoutent au moment où on se trouve à l'hôpital et qui, là, finissent par dépasser le montant du coupon, et donc le reste est à la charge de la mère. Et pour le coup, tout le monde ne peut pas forcément payer. Donc sur les 14 visites prénatales, en fait, on se rend compte que certaines personnes, pour des raisons financières, ne les font pas toutes, n'en font que 10, n'en font que 7, etc. Donc c'est préjudiciable aussi à l'enfant, alors qu'à la base, le service est plutôt très bon. Donc il est évident que la charge financière prénatale au Japon est plus élevée qu'elle ne peut l'être en France, même jusqu'à l'accouchement, ou même dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse. En fait, l'aspect économique, l'aspect financier est loin d'être négligeable dans ce pays. L'autre difficulté au Japon, c'est que la péridurale est quasi inexistante, en fait. Très peu d'hôpitaux, même à Tokyo, proposent la péridurale. Donc, ça veut dire que là, si on a aussi cette exigence-là, eh bien, il va falloir, là encore, trouver un hôpital qui ait le personnel requis, c'est-à-dire anesthésiste, etc., pour faire la péridurale. Dans la plupart des cas, en fait, les hôpitaux qui le proposent ne proposent pas 365 jours par an, 24 heures sur 24, mais dans des jours définis et dans des créneaux horaires définis, ce qui signifie que ce sera un accouchement programmé, en fait. Donc, il faut choisir une date. En fonction des discussions avec le personnel de l'hôpital, il faut choisir une date. L'autre difficulté de l'accouchement au Japon, c'est qu'il n'est pas pris en charge par l'assurance sociale. Il est à la charge des parents. Un accouchement à Tokyo, ça coûte très cher, ça coûte 3 600, 4 000 euros, ça peut dépendre, hein. Donc c'est pas donné. En province, ça peut être un petit peu moins cher, c'est à la charge des parents. Alors, il y a quand même une prime à la naissance forfaitaire qui est donnée par l'État, qui est de 500 000 yens, c'est l'équivalent à peu près de 3 000 euros. Donc on voit que ça couvre à peu près le coût de l'accouchement selon les circonstances, mais même si ça couvre le coût de l'accouchement, la prime à la naissance, elle ne permet de payer que ça.
et pas en intégralité. Donc ça veut dire que pour acheter tout le nécessaire requis pour le futur enfant avant même qu'il naisse, eh bien c'est tout à la charge des parents. Hein. Ensuite, les allocations qui vont arriver, donc une allocation mensuelle de 15 000 yens, un peu moins de 100 € par mois pour un enfant qui a moins de 2 ans. Bon, tout ça, ça arrive après, mais ça permet peut-être de payer le lait, les couches les premiers mois, mais ça permet pas déjà d'acheter la poussette et tout le nécessaire, le lit, etc., etc. Il y a plein de choses à acheter quand on a un enfant. Donc là, effectivement, la prime à la naissance, elle est intégralement consommée par le coût de l'accouchement. Les seuls accouchements qui sont un petit peu remboursés, en fait, c'est ceux qui sont considérés comme anormaux dans le jargon. Par exemple, une césarienne. Voilà, donc une césarienne, c'est une opération chirurgicale, donc là, elle va être prise en charge par l'assurance sociale, au moins en partie. Ensuite, l'accouchement en général, sur le plan purement matériel, hormis le fait que la péridurale n'existe pas, sur les autres aspects matériels, je dirais que c'est souvent assez irréprochable. Hein. On a une qualité de personnel dans les hôpitaux qui est vraiment aux petits soins, etc. Donc sur le plan physique, pour mon expérience, parce que j'ai accouché 2 fois au Japon, pour mon expérience sur le plan physique, c'était parfait. Là où j'ai à déplorer quelque chose, c'est qu'il y a moins d'attention portée au volet psychologique. Et tout le monde sait que quand une femme donne naissance à un enfant, il y a un contre-coup psychologique après. Bon, après, il y a des questions hormonales, etc. Il y a un contre-coup psychologique et qui, pour le coup, n'est à mon avis pas suffisamment pris en compte, même si on nous laisse sur la table, je l'explique d'ailleurs là-dedans, hein, on nous laisse sur la table un questionnaire avec des tas de questions relatives à l'enfant, soi-disant pour voir un petit peu l'état psychologique de la mère, puis prévenir de l'éventuelle maltraitance, prévenir de l'éventuelle négligence, prévenir d'une éventuelle dépression. Ceci dit, ça reste très artificiel dans le sens où on répond à un questionnaire à choix multiples avec une question et trois réponses potentielles, et que ce questionnaire, on le laisse sur la table de chevet, on ne sait pas trop ce qui devient. Hein. Donc là, vraiment, je raconte ça aussi dans ce roman, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a laissé perplexe. Voilà, alors après, mais quand on a la chance que tout se passe bien, effectivement, à la suite, et qu'on est dans une localité où il y a vraiment une attention portée aux enfants, il y a quand même des services qui sont plutôt appréciables. Par exemple, on peut avoir la visite de quelqu'un de la mairie quelques temps après l'accouchement, quand on est rentré à la maison, pour voir l'environnement, voir si tout va bien, voir si on a besoin de rien. Il y a quand même des guichets qu'on peut appeler, où on peut se renseigner. Ce qui est dommage, en fait, c'est que, 1, c'est pas forcément connu, et 2, les personnes qui en ont le plus besoin sont pas nécessairement celles qui font le plus appel, en fait. Et ça, c'est un petit peu dommage de pas mieux faire connaître ces services et de solliciter davantage, enfin, de faire comprendre aux gens que solliciter ces services-là n'est pas honteux. On n'est pas une fantastique mère, un fantastique père du jour au lendemain. En fait, on peut être complètement perdu dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois. Il n'y a pas de honte à cela. Mais malheureusement, c'est vrai que dans la société japonaise, on a tendance à éviter de montrer ses faiblesses. On garde ça pour soi. On va dormir en pleurant, comme disent les Japonais. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce volet-là. En fait, la connaissance des services qui existent, parce qu'ils ont le mérite d'exister. Hein. Donc, et puis, l'incitation à les utiliser, à se rendre à la mairie quand on en ressent le besoin. Voilà. Ce que je déplore souvent au Japon, et qui, à mon avis, est aussi une des causes de la dénatalité, eh bien, c'est le fait que quand on parle de la grossesse, de faire des enfants au Japon, on parle souvent en termes négatifs, en fait. On parle souvent des difficultés, mais moi aussi, hein, c'est une tendance générale des médias, on ne met pas assez en avant les côtés positifs, les choses qui sont bien. On ne raconte pas assez ce qu'il y a de bien, et il y a des choses bien au Japon comme ailleurs. Donc,
voilà, on a tendance à s'orienter sur ce qui va mal et du coup c'est très négatif pour des personnes qui n'ont pas connu une grossesse, alors que ça peut très très bien se passer, ça peut être un moment fantastique, merveilleux, à condition que toutes les circonstances positives soient réunies autour, mais il y a quand même un certain nombre de personnes pour qui ça se passe très bien, pour qui c'est un moment privilégié, et ça je pense que nous, médias, devrions davantage, mais y compris au Japon et à l'adresse des Japonais, davantage insister sur ces différents points-là, parce que sinon, effectivement, on contribue malgré nous à accentuer ce phénomène de dénatalité qui dure depuis 40 ans au Japon, qui n'a jamais été résolu et dont je parlerai à un prochain épisode. Encore une fois, je vous renvoie vers ce roman, L'affaire Midori. C'est publié par les éditions Piquet et vous en apprendrez aussi beaucoup sur le statut de la femme, de la mère célibataire au Japon.